Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie du Québec et de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui explorer les facettes et innovations du monde de l'impression 3D. Je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux. Salut. Salut, re-bienvenue. Merci. Un invité récurrent, parle-moi de ça. Ouais, commence à t'habituer un peu. Ouais, on commence à être warm-up, là, fait que, on va voir là, ce que ça va donner. J'ai hâte de voir dans 150 épisodes, dans 10 ans, comment ça va être. Accès Innovation, épisode 150. Ouais, ça va être... le logo va être pareil, nous on va être encore tous là, mais on va voir qu'est-ce qui va avoir changé. Donc, un petit préambule avant d'embarquer dans le sujet, comme j'aime faire, un petit résumé de l'épisode 11, la fusée étudiante avec Frédéric Bérubé et Émile Veilleux. Donc, le projet Ignitus, qui est un projet universitaire, c'est un projet de fin de bac, dans lequel les gars ont construit une fusée. Donc, c'est très intéressant. Là, je vous recommande fortement d'aller voir ça. Et puis ensuite de ça, un petit mot sur l'horaire. Donc, on n'a jamais parlé. Là. L'horaire, c'est un truc que je me suis... mindset que je me suis donné à un moment donné, de dire je vais sortir un épisode aux 2 semaines. Puis c'est encore ça qu'on fait. Je l'ai manqué une fois là, depuis, mettons, l'été. Fait que pour votre information, c'est ça, on essaie de sortir un épisode aux 2 semaines. Et une fois par mois, on sort un épisode, moi et Sam. Et puis, on interjecte des entrevues avec des invités spéciaux entre ça. Fait que pour l'instant, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, si vous avez un projet intéressant, n'hésitez pas à me contacter. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, je suis pas tant desperate. Ouais, il y a toujours les projets étudiants, je pense, qui sont super intéressants. Là. Si des gens nous écoutent et qui s'impliquent dans des projets étudiants puis ils veulent venir en parler. Les deux, on a fait le Super Millage à l'Université Laval. Un projet, on faisait un véhicule qui était extrêmement économe en termes de carburant. C'est des beaux projets, ça vaut la peine de venir en parler si jamais quelqu'un est intéressé. Ouais, parce que souvent, en plus, ce qui est intéressant de ces projets-là, je trouve, Sam, c'est qu'il y a tout le temps de quoi d'innovant. Tu sais, mettons, nous autres, le Super Millage, tu sais, c'était l'histoire d'économies d'essence. Ouais, puis pour ceux qui connaissent pas le projet, on avait battu le record, l'année qu'on était là, c'était 1749 km avec 1 litre d'essence. Tu te rappelles la stat exactement? Ouais, j'ai quand même bonne mémoire. Ouais, oui, c'est le genre d'affaire que tu te souviens, je pense. 1700 km, c'est la distance, tu sais, on préfère Québec-Montréal une couple de fois. C'est Québec-New York aller-retour, je crois. Avec combien de litres? 1 litre. C'est fou à penser à ça. Hein? Mais l'affaire, c'est qu'il me semble que la tank à essence est très petite. Il me semble que ça, c'est le ratio. Ouais. C'est pas... dans la compétition, le char, il fait pas 1749 km non-stop. Là. Tu fais quelques tours de la piste, puis après ça, ils vont extrapoler ta consommation sur 1 litre. Mais c'est quand même insane. C'est vrai. Hein? Ouais, vraiment. Sinon, tu sais, lui qui m'avait toujours impressionné, mais qui m'avait vraiment intimidé, c'était la Formule SAE. Il faudrait vraiment que j'essaie d'inviter quelqu'un de la Formule SAE parce que c'est comme une Formule 1 électrique. Ouais, elle était à gaz. Quand elle était à l'université, elle était à gaz, puis ils l'ont viré électrique à la fin. Ouais. Ok, ça, je savais pas. Ça, je me rappelais pas de ça. Bon, ok. Fait que super, tu vois, c'est un beau sujet. Fait qu'on pourrait inviter une 3e chaise et en parler. On va continuer d'avancer. Ensuite, le segment correction. Mon fameux segment correction. Le segment correction d'Accès Innovation est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité, de manière anonyme ou non anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou notre courriel emile.demers.1@hotmail.com afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Cette semaine, nous n'avons pas de correction. Je voulais le faire, regarde. Regarde, on va en avoir. On a eu une la semaine dernière. Parce qu'on a une bonne rigueur, je crois. Ouais, exact. On est parfait. On est parfait. Puis quand on fait une erreur, Alex, il capte l'erreur, puis il nous le dit, puis on coupe. Non, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas autant... C'est pas autant... Il n'y a pas autant de coupures que ça. Maintenant, on embarque dans le segment « Le prix est correct » avec Alexandre Desmarteaux. Avec Alex, comme d'habitude, on prépare Alex a préparé un item qu'il a sélectionné. Nous devons deviner le prix. Il n'y a aucune récompense à celui qui devienne bien le prix ou qui est le plus proche. Ok, tu vas voir le micro. Oh wow, nouveauté. Fait que c'est une innovation qui m'est venue en tête parce que le mois dernier, j'étais allé voir un spectacle de Stromae. Puis tout était robotisé, puis il y avait ce petit chien-là. Je sais pas si c'est celui-là, mais je pense que c'est celui-là. Non. Vous devez peut-être le connaître, c'est le Spot de Boston Dynamics. Peut-être qu'on va pouvoir le montrer à l'écran. Donc c'est un robot super agile qui peut être très 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 utile pour faire de l'inspection, tu sais, dans le domaine pétrolier par exemple, où c'est dangereux ou tout ça. Tu peux avoir jusqu'à 14 kilos d'équipement d'inspection. Donc voilà. Mais là, il faisait quoi, lui, au show de Stromae, là? Rien.
il a juste amené genre il a amené un nouveau outfit. Mais c'était juste, ça faisait un beau complément à tous les bras robotisés qui permettaient à bouger les écrans puis faire un spectacle visuel. Là. C'était vraiment capoté. Là. Fait que mais tu le voyais, il amenait les outfits puis il amenait les trucs sur scène, dans le fond. Il est juste venu là. sur scène une fois. Mais je suis pas certain que c'est celui-là, mais c'était identique. Là. C'était un petit robot comme ça qui traînait des affaires. Fait qu'on a tous déjà vu les vidéos d'abus physiques de ces robots-là là, qui se font basculer puis se font pousser partout. Là. Fait que, ok, fait qu'il faut devenir le prix en US probablement. C'est en quoi? En US. Le prix en US. Spot, d'ailleurs, anecdote, là, c'est un robot qui est fait pour des search and rescue, je crois. Il me semble. Ok, tu vois, je savais pas. Puis, il est jaune, fait que, peut-être. Boston Dynamics s'est prononcé il n'y a pas si longtemps pour dire qu'ils ne voudront jamais armer ce robot-là. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Tu imagines ce genre de robot-là s'il y avait une arme dessus. Ouais, c'est un truc qu'on a En peur. tout cas, là, segment d'actualité, j'ai vu récemment que Boston Dynamics s'est prononcé puis il refusait à ce que ce robot-là soit militarisé. Ok, mais c'est intéressant qu'ils disent ça. Est-ce que, quand l'argent va se présenter, est-ce qu'ils vont être up to the task de refuser l'argent? On va voir. Je sais pas, tu sais, je veux dire. Bonne question. Mais c'est intéressant parce que Boston Dynamics, je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de gens à aller probablement en génie mécanique ou en robotique ou en électrique. C'est quelque chose on écoutait quand on était genre au secondaire, là, des vidéos des robots qui font des fun flips. Ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est intéressant avec ce robot-là, c'est un genre de petit chien à quatre pattes. Puis la plupart des vidéos promotionnelles qu'on voyait sur ce robot-là, c'est des gens qui le poussent, qui essayent de le déséquilibrer. Puis il y a tout le temps comme une rétroaction sur son mouvement, son accélération, puis il est capable comme tout le temps de compenser le mouvement. Fait que ça fait en sorte qu'il est capable de marcher sur des terrains accidentés puis réagir à un peu n'importe quel type de sol. Ben c'est ça, ouais. C'est pour ça, là, avant que le monde pense que je parlais d'autre chose, c'est de ça que je parlais tantôt quand je disais de l'abus physique. Là. Je veux dire, c'est parce que ça a l'air tellement humain, genre, c'est ou d'un chien que tu te sens mal, genre, on va les regarder. Se faire... Non, c'est assez impressionnant. Au niveau du prix, bon, je me souviens plus si c'est toi ou moi qui s'était lancé en premier. C'est moi qui s'était lancé en premier parce que ça me faisait chier, fait que là, je te le laisse. Ok, bon, let's go. Je peux y aller. Je vais dire, en dollars américains, 400 000. Ok, l'autre fois, j'avais vraiment overshot, mais ça me semble que c'était genre 250 000. C'était un bras robot d'une caméra. Fait que là, pour ce mois-ci, je vais y aller avec. T'as dit combien, toi, 400 000? 400 000. Je vais aller plus haut. Je vais y aller 750 000 US. C'est 75 000. 75 000? Ah ouais? On achète un pour le podcast? Ben, pour être, entre acheter une Tesla ou ça, j'hésiterais. Ok, ben, on va faire ça, mais on va pouvoir avoir un petit robot qui vient nous amener Intéressant. les breuvages, puis Alex, tu vas te faire remplacer par un robot, genre, je suis désolé, genre, t'aurais pas dû pas dû l'amener. Là. J'ai gagné, mais c'est pas parce bravo. que... Bravo. Ouais, t'étais pas proche. Peut-être qu'on devrait la prochaine fois mettre une limite, mettre un genre de offset, mettons, à partir de cette limite-là, même si t'es le plus proche, tu perds, puis il n'y a aucun gagnant. Je pense qu'il reste souvent aucun gagnant. ouais, ça fait une couple de fois. Ok, super. Bon, fait que, c'était bien le fun, mais j'adore ça, essayer de guesser les prix. On dirait qu'à chaque fois, j'en apprends un petit peu plus. Fait que, à noter que la dernière fois, on avait ça, un bras robotisé qui contrôle une caméra, ça coûte à peu près 200 quelques mille. Puis là, cette semaine, c'est le Spot, là, un robot à 4 pattes, c'est 75 000. Fait qu'il y a quand même un gros offset entre les deux. Puis peut-être que ça va nous aider dans le futur à gager. Donc, cette semaine, l'impression 3D. J'ai hâte quand même d'en parler parce que je sais que toi, tu te connais pas mal en impression 3D. Puis c'est moi qui ai fait la recherche. Fait que tu vas pouvoir juger à quel point ma recherche est peut-être inférieure à ce que tu connais ou pas. Fait que j'ai hâte de voir. Je pense que c'est un sujet... c'est clairement une innovation. Donc, ça fit un peu, pas mal avec le podcast. Puis 2, c'est un sujet qui est tellement vaste. J'ai l'impression que c'est un domaine qui est en émulsion. Là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans, des nouveaux concepts, des nouvelles machines, des nouvelles applications. Fait que même si j'en connais, je veux dire, je pense que en faisant tes recherches, sûrement que tu as vu des affaires que je sais même pas que ça existe. J'aimerais ça. Il y a un sujet en particulier qui est tellement niche. Là. Ça, je parlais avec Axel hier. C'est une niche dans une niche dans une niche, là, le sujet que j'ai trouvé. Fait que j'espère que tu sauras pas c'est quoi. Mais si je recule un peu, tu sais, l'impression 3D, j'ai ça comme premier point. Je voulais juste savoir, toi, mettons, c'est quand la première fois que tu as entendu parler d'une imprimante 3D, tu devais être quand même jeune, puis c'est quoi que tu t'imaginais dans ta tête? Parce qu'après, moi, je vais te dire ce que j'imaginais, mais je te laisse y aller. Là. C'est dur. En fait, je pense que dans la science-fiction, ça fait un bout qu'on en parle de les humains ont chez eux un appareil qui permet de
produire rapidement un bien. Je pense que ça, on l'a vu depuis tout jeune dans les films de science-fiction, mais de manière tangible, que ça existe dans la vraie vie, une imprimante 3D, je te dirais que ça a été quand même tard. Ça doit dater peut-être du cégep ou de quoi de même, là, ou peut-être même du secondaire, mais ça fait pas très longtemps dans ma tête qu'on en a disponible. Je dis pas que ça fait pas longtemps que c'est inventé, parce que je suis sûr que tu vas m'arriver avec une date Même pas. dans les bas-fonds. Oui, en fait, oui, j'ai une date. Oui, j'ai une date, mais plus tard. Ouais, ça va Mais dessus. je pense que le fait que c'est accessible aux consommateurs à un prix raisonnable, c'est vraiment nouveau, clairement. Ouais, c'est clair. C'est ça. J'ai fait une entrevue avec un invité surprise que je dirais pas tout de suite. Puis dans cette entrevue-là, ce qu'il me mentionnait, c'est que lui, il avait accès à des imprimantes 3D il y a à peu près 20 ans quand il travaillait en recherche. Mais c'est juste que c'était pas commun. Le commun des mortels comme toi et moi n'avait pas chez eux. Là, comme Master, c'est le cas. Puis ce qu'il mentionnait, c'est que c'est surtout les servomoteurs, donc les moteurs de positionnement qui sont requis pour le faire, qui sont, dans le fond, on a augmenté la puissance et baissé les coûts. Et c'est ça qui a permis d'en avoir vraiment pas cher, là, autour de 300$. Ouais, ben simple, on comme peut toi et moi, on en a. Là. On peut revenir plus loin, mais une chose que je pense qui a vraiment aidé, c'est que, on va en parler probablement, mais les imprimantes FDM, là, les gens ont toutes chez eux, ça utilise des steppers, là, des petits moteurs qui coûtent vraiment rien. Là. Fait que, c'est un peu le même principe qu'une machine CNC où que tu envoies du code G en live, puis la machine elle réplique une position. Mais tu n'as pas besoin de cerveau, puis tu n'as pas besoin de rétroaction sur son positionnement, parce qu'une CNC, quand à l'usine, il faut qu'elle soit très précise, puis deux, elle est soumise à des forces, quand elle coupe du métal. Fait qu'il faut que ton moteur il sache sa position exacte, alors qu'une imprimante 3D, il y a très peu de force appliquée sur la tête d'impression. Donc, tu n'as pas besoin d'une rétroaction sur ta position, donc tu peux utiliser des moteurs en boucle ouverte comme des steppers, qui coûtent 5$ ou 10$ le moteur. OK, mais... Puis après ça, c'est quoi la différence avec, mettons, une CMM? Parce que c'est quand même assez... Le fonctionnement, j'imagine, est assez similaire entre une CNC et une CMM. Tu sais, CMM, pour ceux qui ne savent pas, un genre de probe qui vient prendre des mesures, là, un genre de robot qui se promène. Il me semble que c'est assez similaire. Donc, on a un genre de frame, on a des petits moteurs de positionnement. Oui, tu as raison au niveau qu'il n'y a pas de force d'appliquer sur une CMM quand elle mesure, ou très peu. Par contre, la position est extrêmement importante. Parce que la machine, elle sert à mesurer. Puis en métrologie, il y a un concept qui existe, c'est que tu dois toujours mesurer quelque chose avec un appareil qui est 10 fois plus précis que ce que tu désires mesurer. Exemple, tu veux mesurer quelque chose à 1 millième de pouce, il faudrait que tu aies quelque chose qui soit précis au 10 millième de pouce. OK, 10 fois plus. Ça, je connaissais pas cette règle du pouce. C'est une règle du pouce. Puis les CMM, ça peut mesurer au millionième de pouce. Donc, ça te prend quelque chose. Il faut que ça soit 10 fois plus précis que ça. Ouais, c'est vrai. Fait que tu comprends que c'est des moteurs. C'est pas une question de force qui pourrait faire varier la position de la tête. C'est vraiment plus que tu as besoin d'une précision incroyable sur la position de la CMM pour qu'elle serve à quelque chose, qu'elle serve à mesurer, autrement dit. Ouais. Alors qu'une imprimante 3D, t'as pas besoin d'être précis au millionième de pouce, puis t'as pas de force qui est active sur la tête. Fait qu'un stepper fait la job à ce niveau-là. Ça fonctionne parfaitement, OK. Puis je reviens un peu sur une petite affaire que tu as mentionnée au début. Tu as dit que ça fait longtemps dans la science-fiction que c'est des trucs qui sont comme qui existent dans la science-fiction. J'ai trouvé que le premier... Les gens disent souvent en fait que le premier qui a comme parlé des imprimantes 3D, c'est Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction, là, pour ceux qui le connaissent. Puis je pense que c'est dans les années 60 ou 50 qu'il y a une de ses histoires dans laquelle il parle d'une invention qui fait tout. C'est juste comme ça qu'il le décrit. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'impression 3D. Pas tant que ça, mais il dit dans le futur, on va avoir une invention qui fabrique tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire. C'est sûr qu'une imprimante 3D, rapidement, tu peux te dire, ah ouais, c'est ça, tu sais, je peux faire apparaître n'importe quoi, mais tu sais, en termes de matériaux, tu es vraiment limité. Tu sais, en termes de. Dans l'FDM, mettons, les supports, tu es vraiment limité. Peut-être qu'un jour, on va en arriver là. Tu fais juste penser à quelque chose, un matériau, une composition, tu peux mettre des bearings dedans, tu peux tout faire construire automatiquement, ce serait fou, là, mais. Tu sais, le gars, il était vraiment en avance. Là. C'est sûr que actuellement, on va le voir, mais les appareils auxquels on a accès, c'est vraiment un appareil type pour une sorte de matériau ou une sorte d'application. Puis de ce que je sais, chaque machine a ses avantages, mais a ses désavantages aussi. Il y a probablement une machine parfaite aujourd'hui que tu peux acheter puis qui peut faire vraiment imprimer n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va, je pense que c'est un bon point pour commencer. Fait qu'on va y aller avec les 3 classes, justement, d'imprimantes 3D. Fait qu'on a déjà parlé de la première classe, qui est la FDM, donc en anglais, Fused Deposition Modeling, puis en français, dépôt de fil fondu. J'aime vraiment moins ça en français, mais c'est FDM, c'est comme plus... c'est un terme, on le sait, là, qui est plus répandu communément. Ensuite de ça, bon, il va y avoir 2 autres classes qu'on va parler. Vous allez voir que dans chaque classe, des fois, il y a comme des sous-catégories
tu vas voir, tu sais, mettons, puis tu dois les connaître, là, mais tu sais, il y a comme des grandes familles d'impression 3D, puis après ça offshoot en petites variantes, qui ont toutes leurs petites particularités. Fait que le FDM, Sam, comme tu le sais, tout simplement, c'est qu'on vient avec une petite buse qui réchauffe, on vient attraper un fil en plastique qui est dur, on vient le fondre, puis on vient le placer en étage. On fait des couches, puis là, on monte de même sur un plateau qui est chaud, puis à la fin, ben, le plastique, au début, il est fondu, mais après, il se refroidit, puis ça donne une pièce à la fin. Tout simplement, tu sais, c'est ça. Ce que j'avais, c'est que c'est pas la première sorte d'imprimante 3D. On va revenir après à la deuxième famille, parce que tu dois savoir c'est quoi l'autre. Oui. Mais pour la FDM, une des raisons pourquoi que ça coûte vraiment pas cher, c'est que c'est pas des précisions incroyables non plus. Tu sais, c'est généralement, versus les autres que tu vas nous parler, j'imagine, la FDM, c'est vraiment plus pour faire du prototypage très rapide, sommaire. Les géométries sont pas exactes. Parce que le fait que la buse, elle vient imprimer en étage, mettons, elle fait un étage avec sa tête, après ça, elle va bouger en Z, en hauteur, puis elle va faire l'autre étage, ben, il y a un phénomène d'escalier qui se passe. Exemple, si tu voulais imprimer une pente, ben, l'étage, c'est une question d'étage. Si tu zoomais, c'est comme des pixels, là, c'est des petits carrés qui embarquent un par-dessus l'autre. C'est des incréments, là. C'est pas lisse, c'est comme des incréments. Exactement. Des incréments d'étage un petit peu décalés, puis c'est ça qui forme ta pente. Bon, alors là, tu peux jouer avec le fait d'avoir une meilleure résolution si tu fais des étages plus petites, naturellement. Mais la FDM, son gros désavantage, contrairement aux autres que tu vas nous parler, c'est que tu peux pas diminuer jusqu'à 0 l'épaisseur des étages que tu vas faire. Puis qu'est-ce qui drive ça? Ben, t'as du plastique qui sort littéralement de ta buse. Fait que si ton fil, il y a 1,75 mm de diamètre, puis ta buse, ton ouverture, elle a 0,4 mm, ce qui est standard dans l'industrie, mais tu comprends qu'il y a une compression qui se fait quand même déjà à la base sur le fil. Puis après ça, tu viens encore plus essayer de réduire ça pour faire des étages les plus petites possibles. Je pense que c'est 0,1 mm, mettons, le standard. Là. Ça a-tu du pour sens vrai, ça? Si tu as une buse de 0,2, tu peux imprimer des étages de 0,15, des fois 0,1, mais ça commence à être vraiment serré. Là. Il y a quand même beaucoup de pression qui se forme, puis à un moment donné, ça va juste boucher. Ton moteur qui entraîne ton fil ne sera pas assez fort pour vaincre cette résistance-là. Fait que c'est ça. Fait que la grosse limitation, c'est ça. C'est juste que tu amènes un fil qui a un certain diamètre. Puis après ça, tu réduis ce diamètre-là, tu fais des étages. Ouais. Puis tu peux pas avoir un fil qui est genre 0,005 mm de diamètre. Là, ça n'a juste pas de sens. C'est pas juste ça aussi, c'est que si tu es plus petit, tu vas vouloir imprimer plus lentement parce que tu peux envoyer il y a moins de débit de plastique qui passe, vu qu'il y a plus de restrictions. Fait que ça devient très très long, là, plus tu veux de la résolution sur ces imprimantes-là. Ok, ouais, c'est un bon point, ça aussi. Fait que c'est ça, fait que tu sais, les gros points de ce qu'on vient de mentionner, c'est assez simple, c'est relativement, je veux pas dire pour des débutants nécessairement, tu sais, il y a beaucoup de places qui en utilisent, qui sont tu sais, c'est professionnel, là, c'est des compagnies, mais quelqu'un qui veut s'en faire chez eux, comme toi puis moi, on en a une FDM, tu sais, c'est très facile, c'est pas cher. Ça vaut à peu près 300$, tu as l'entrée de gamme, puis après ça, tu peux monter à 1000$, tu as une très bonne imprimante pour un hobbyiste, puis là, ben, ça va jusqu'à dans les centaines de milliers de dollars pour des Stratasys, là, des systèmes professionnels qui font de l'FDM, avec des matériaux plus poussés d'ingénierie. Mais tu sais, moi, mon expérience, c'est que ça, même si c'est pas très précis, ça a révolutionné quand même le domaine industriel, parce que, mettons, dans ton usine, tu as besoin de te faire une petite jig, là, quelque chose pour tenir une pièce ou un porte-outil ou whatever, ben, tu peux l'imprimer en 3D. Ça va te coûter 25 cents de plastique. Tu vas l'avoir la journée même ou le lendemain. Alors qu'avant, ben, on faisait tout en usinage. Fait que c'est tout de l'usinage custom. Ça coûtait vraiment cher de temps, puis de matériel, puis d'outils, puis tout ça. Puis, fait que ça a vraiment changé la façon que tu peux faire de l'amélioration continue puis optimiser tes procédés dans une usine juste à cause de ça. Puis pour ça, tu peux faire du prototypage rapide, faire des preuves de concept. Je trouve que c'est un beau produit, même si on dit que c'est pas précis. Tu sais. Ouais, 100%. Tu sais, c'est ça. En disant ça, je veux pas. C'est sûr que je veux pas bâcher parce que moi, j'en fais quasiment tous les jours, là, tu sais. De la FDM, puis c'est ça, c'est tellement pratique pour ça, là, tu sais, quand justement tu veux pas attendre, tu sais, si tu prends une pièce, pour ceux qui ne savent pas, tu sais, ça peut être plusieurs semaines là, d'attente, là. Tu peux attendre des mois même, là, dépendamment de c'est quoi, là. Tandis qu'en imprimant 3D, tu l'as directement. Pour ceux qui, peut-être, je viens de penser, mais pour ceux qui sont peut-être moins familiers, on peut expliquer la différence entre l'usinage et l'impression 3D, là. L'usinage, c'est un procédé subtractif, donc tu as du matériel brut, puis avec un outil qui va tourner à très haute vitesse, ou dans d'autres applications, ça peut être le matériel qui tourne puis l'outil est fixe, mais tout ça pour dire que un outil qui passe, qui vient prendre du matériel puis enlever des copeaux jusqu'à ce qu'il reste une géométrie finale. Alors que l'impression 3D, c'est un procédé additif, fait que t'as rien, puis ton imprimante 3D vient rajouter de la matière où est-ce qu'elle veut avoir une pièce.
C'est ça qui est intéressant. Toutes les familles qu'on va voir, c'est ça, c'est tout le temps le même principe. En anglais, c'est du additive manufacturing que ça s'appelle justement. Puis c'est comme le vrai terme de l'impression 3D. Là. Nous autres, on dit impression 3D parce que je pense que le premier qui l'a inventé, il appelait ça plus comme ça, là, une 3D machine, là, je pense. Fait que, c'est un excellent point. Puis, juste peut-être avant de conclure sur la FDM, un autre, pas un défaut, mais un des désavantages de la FDM, c'est que tu as un matériel qui est solide, tu veux le faire fondre pour le déposer, puis tu veux qu'il se resolidifie après. Fait que tu viens de vraiment limiter ton spectre de matériaux que tu peux utiliser. Ouais, parce que tu peux pas mettre n'importe quoi qui peut se fondre. Ça prend, en fait, dans les plastiques, tu as 2 grandes familles de plastiques. Tu as les matériaux qui sont thermoformables, puis ceux qui sont thermodurcissables. Donc des plastiques qui vont fondre lorsqu'on applique de la chaleur ou des plastiques qui vont se solidifier quand on va appliquer de la chaleur. Puis pour l'imprimante 3D, on comprend que ça prend vraiment les thermoformables, ceux qu'on va appliquer de la chaleur, puis pas beaucoup. Là. Ça prend des matériaux qui fondent quand même à assez basse température, sinon l'imprimante elle-même fondrait avant que le plastique fonde. Fait qu'à ce moment-là, ça prend le PLA, par exemple, qui est un des plastiques les plus utilisés en impression 3D de FDM. C'est un plastique qui va se mettre à être mou à peu près à 60 degrés Celsius, puis on va l'imprimer entre 190 à 210 degrés Celsius, puis il va se durcir après. Fait que ça vient vraiment limiter ton spectre de matériaux. Ouais. Si tu veux des matériaux d'ingénierie plus fancy comme du nylon, déjà là, le nylon, il faut que tu le chauffes quasiment à 260, 280 degrés Celsius, puis à un moment donné, c'est ta tête d'impression, tous les matériaux tout va lâcher avant que tu réussisses à faire fondre ton matériel. Puis aussi la précision, même s'il lâche pas nécessairement, juste la chaleur fait changer un peu le volume des pièces, puis ça peut faire que ta précision et ton glissement... Oui, c'est vrai. Quand ça refroidit, par expérience, quand une pièce en plastique refroidit, elle va se contracter, fait que tes dimensions vont varier. Aussi, après ça, tu as de quoi qui est à 200 quelques degrés Celsius, tu arrives à température ambiante, tu vas avoir un choc thermique, fait que là, la pièce va vouloir se déformer. Il y a toutes sortes de petites problématiques qui arrivent avec l'impression 3D. Fait que c'est pas le procédé le plus précis pour la FDM, je parle. Mais ça fait des pièces qui sont assez solides, généralement. Puis c'est vraiment pas cher. Comparé aux autres procédés d'impression 3D, la FDM peut être utilisée pour faire des maisons. Comme on a entendu, t'en as déjà probablement entendu parler, des maisons pas chères, là, peut-être dans des pays en développement ou pas, là, dans d'autres pays, comme en Ontario. Là, j'ai trouvé un article là, c'était comme la première maison construite en imprimante 3D au Canada. C'est vraiment drôle parce que l'image, c'est comme tu vois tous les ingénieurs ou les casques blancs en arrière qui font rien. Puis c'est juste la bus qui se promène puis qui imprime la maison. Là, mais ça... en passant, quand on dit qu'on imprime une maison, c'est pas... t'imprimes pas genre la maison finie avec le robinet du lavabo puis tout. Là. C'est vraiment plus pour imprimer les fondations. Là. Les murs, les fondations. T'imprimes du concrete, là, vraiment. Ouais, c'est ça, mais ça peut être les murs aussi, de ce que j'ai vu, là, dépendamment c'est où. Ouais, mettons sur une mur, pas un mur, tu fais une maison tout en concrete, c'est béton. Ciment, ouais. Fait que tout ce qui peut être en ciment ou dans ta maison va pouvoir être imprimé, mais ça ne te fait pas un produit fini jour 1. Ouais, non, ça peut être assez dégueulasse. Les couches de béton ou de ciment, ils peuvent fondre une sur l'autre, puis il y a une couche de finition à faire. C'est pas optimal encore comme technologie, c'est sûr. Par contre, ça vient chercher un avantage de l'impression 3D. Mettons qu'on aurait une petite pièce en plastique, là, puis je veux dire, OK, elle prend 14 heures à imprimer. Hey, c'est long, 14 heures. Si je l'usinais, peut-être que ça me prendrait 2 heures. OK. Mais l'impression 3D, tu n'as pas besoin d'être là pendant que ça se passe. C'est ça le gros avantage. Pas nécessairement le temps. C'est vraiment, tu pèses sur play, tu t'en vas faire d'autres choses, puis tu reviens, puis ta pièce est prête. À la maison, c'est un peu le même principe. Peut-être qu'elle va prendre 3-4 semaines à imprimer, mais il n'y a pas de main-d'œuvre impliquée pendant le procédé ou très peu. Ouais, c'est ça. Puis... Ça, en passant, j'ai juste une parenthèse, c'est un article de 2022, je pense que j'ai trouvé. Là. Puis, j'ai pas trop fouillé en détail sur comment ça fonctionne les maisons imprimées en 3D parce que je trouvais ça m'intéresse pas autant que les autres sujets qu'on va parler. Mais il y a une vidéo que je connais là, je l'ai mis dans mes notes. Là. C'est peut-être pas une maison, là, mais c'est un bâtiment qui utilise exactement le même procédé que la FDM, mais qui date des années 30, dans le fond. 30 ou 50, là, c'est pas clair la date exacte du vidéo, là, mais dans le fond, il utilise un genre de jig là, qui laisse un peu comme de la FDM, là, qui laisse une couche de béton, mettons, en cercle, puis après, ils montent le jig, puis ils refont la même affaire. OK. En fait, l'idée était là dès le début. Il n'y avait c'est pas la même affaire, de principe de motorisation ou d'électronique qui gère la chose, mais le principe de déposer des couches successives, ça existait. Oui, puis c'est comme je pense que c'est un moteur à gaz là, qui le fait tourner, ou c'est peut-être quelqu'un, je me rappelle pas exactement comment il fonctionne, là, mais tu sais, c'est vraiment, ça ressemble un peu à une tondeuse, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est une patente à gosse, là, puis le vidéo, je pense qu'il est colorisé, là, fait qu'on sait pas vraiment exactement à quoi ça ressemblait, là. OK.
Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est des années 30. Fait que c'est pour ça que des fois, quand le monde parle les maisons imprimées en 3D, mais genre, cette vidéo-là prouve que ce principe-là ou cette technologie-là existait il y a quand même assez longtemps. Fait que bon. Puis là, il y a un autre sujet quand même intéressant que j'ai trouvé par rapport à l'impression 3D. Ok, on est à 25 minutes. Dans le fond, c'est un peu un concept. Là. C'est pas encore vraiment final, là, visiblement, de ce que j'ai vu. Là. C'est des drones. Dans le fond, c'est qu'ils veulent essayer d'utiliser des drones, où ils font de la recherche pour faire ça. Utiliser des drones pour construire justement des structures en impression 3D dans des zones où qu'on aurait peut-être moins accès ou que les humains ne pourraient pas vraiment aller. Donc, par exemple, ce qu'il disait comme exemple, c'est mettre, mettons, plusieurs drones, peut-être 15 drones en simultané qui prennent, mettons, 10 minutes chacun. Fait qu'ils mettent chacun 10 minutes de matériel à peu près, puis après, ils vont recharger en batterie et en matériel. Fait qu'ils s'alternent comme ça. Puis ils font des structures. Puis là, l'exemple, c'est ça, c'était, mettons, à Tchernobyl, on veut imprimer une structure ou on veut protéger quelque chose à Tchernobyl, on va envoyer des drones pour le faire à cause de la radioactivité, là, pour pas s'empoisonner. Ouais. Fait que je comprends l'idée. C'est sûr que ça doit être quand même très compliqué à gérer. Je veux dire, quelque chose qui vole, il y a toujours une limitation sur le poids que tu peux amener. C'est pour ça que là, il faut que tu coordonnes 15 drones en même temps. Il faut qu'il soit quand même assez gros là, pour que ça puisse valoir la peine. Il y a un petit drone DJI, ça ne doit pas amener tant de béton que ça à la fois. Non, mais c'est ça. Puis c'est ça, le vidéo que je voyais, c'est l'algorithme, surtout que le gars avait développé, c'était juste de faire coordonner ensemble 15 drones. Juste ça, justement, ça demande de l'effort. Là. Mais il était vraiment petit. Là, puis la structure finale, c'est vraiment rien. C'est pour ça que je disais, là, c'est juste une tour, une genre de bouette là, verticale là, qui fait genre 1-2 mètres. Là, puis c'est vraiment plus pas beau. Là, genre même pas une preuve de concept, mais un peu montrer que quelque chose dans ce style-là pourrait exister. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, il y a une quote que j'ai prise parce que je trouvais ça vraiment drôle. Je veux dire, avec ces innovations, je veux être positif, je veux amener des belles innovations, mais des fois, je trouve que c'est important de le dire quand le monde dit des trucs qui ont moins rapport. Okay? Fait que là, je vais lire la quote. We're talking about being able to build something of limitless size. Theoretically speaking, says Robert Stewart Smith at the University of Pennsylvania. Je sais pas exactement son titre, là. Such creations would only be restricted by structural engineering constraints and factors like drone flight logistics. Je trouve que le gars, là, il est vraiment ambitieux. Là. Le gars, il pense pas... Mais c'est comme dire, c'est possible. Il faut juste que ça fonctionne. Mais là, ça, c'est comme la partie compliquée du concept. Oui, là. Oui, mais ça, oui, effectivement. Mais je suis d'accord que faire coordonner des drones, c'est la partie difficile. Mais moi, je trouve qu'à la base, genre, juste faire une structure qui a une certaine hauteur, comme le Burj Khalifa, là, je pense que la tour la plus haute au monde, là, je veux dire, t'es limité par le fait que c'est haut là, parce qu'il y a du vent. Là, ça, tu serais aussi limité par ça. Là. Le gars, il est comme on fait l'impression 3D, on envoie des drones, ça va être débile. Là, mais genre, tu sais, je trouve qu'il c'est comme, il recule un peu de niveau. Là, genre, je sais pas, je suis pas convaincu. L'impression 3D, un peu comme l'intelligence artificielle, puis la blockchain, c'est des concepts vraiment larges. Puis des fois, c'est facile de dire c'est révolutionnaire, ça va changer tel domaine. Ben, peut-être, mais il va y avoir beaucoup de travail avant que ça change vraiment quelque chose. Je veux dire, ce qu'on a, il faut être réaliste. Là. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est très bien, mais je veux dire, il y a beaucoup de pain sur la planche avant d'arriver à imprimer des buildings. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Je trouve ça vraiment drôle. Puis je veux pas trop le bâcher. Là. Je m'excuse. Puis je trouve que c'est important l'innovation. C'est important de pousser, même si t'es loin en arrière. Mais la manière qu'il en parle, c'est comme si. Les seules limitations, c'est les limitations qu'on a aujourd'hui et le fait qu'il faut utiliser des drones. Ben oui, là, c'est ça. C'est les limitations que tu as, puis c'est des limitations assez incroyables déjà. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment bien à mentionner. En tout cas. OK. Fait qu'on a parlé de FDM. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a pas mal terminé avec les FDM. J'ai pas mal tout mentionné ce que je voulais parler de ça. Donc, c'est ça. Utilisation de prototypage rapide, simple, preuve de concept. C'est pas cher. Maintenant, on va aller dans la deuxième famille, qui est en réalité la première famille qui a été la première famille d'impression 3D qui a été inventée finalement. Ouais. On parle inventée à peu près dans les années 80. Okay, on dit 1987, c'est ça j'ai trouvé. J'ai pas le nom du gars qui a inventé ça. Au début, il appelait ça la 3D machine, comme j'ai parlé au début. C'est le SLA. Donc, le SLA, le terme complet pour ça, je l'ai ici, c'est la stéréolithographie. En français, c'est stéréolithographie. Ouais. C'est ça. On parle de... C'est vraiment un concept assez différent de ce qu'on avait tantôt. Okay? Puis toi, je sais que tu sais c'est quoi, là. Tantôt, on parlait de venir déposer du fil en fusion sur le top d'une plateforme chauffante. Là, premièrement, c'est un petit peu à l'inverse et c'est pas les mêmes sortes de plastique. On utilise plutôt une résine liquide. Okay? On a une plateforme qui est à l'envers dans un bain de résine liquide
Et il va avoir comment ça va fonctionner? C'est qu'il va avoir un laser qui vient solidifier la résine liquide, couche par couche. Et apparemment que c'est quand même assez versatile au niveau des matériaux. Là. Ouais, c'est des résines photosensibles qui réagissent à la lumière ou à des sources lumineuses. Puis c'est ça, la résine, elle vient se durcir une fois qu'elle est excitée. Puis là, c'est un laser, mais ça peut être d'autres choses. C'est ça qu'on va parler tantôt. Oui, ça, j'en ai d'autres après, effectivement. Puis là, le laser, c'est ça un peu la limitation de ça, c'est que le laser, de ce que je comprends, c'est que c'est un laser, c'est pas... un laser, comment ça fonctionne, c'est que c'est un élément qui est unique. Ponctuel. Excellent, merci. Et qui se déplace et qui va faire la forme que tu veux. Ouais. Mais c'est pas une genre de grille qui fait tout d'une shot. Là. C'est non, vraiment, il doit se déplacer. C'est un autre type d'impression 3D. C'est ça. Fait que là, le laser, ok, là, c'est ça. Fait que haute sélection de matériaux, très haute résolution précision de ce que j'ai vu, et un prix assez moyen comparé à tantôt. Donc, on parle autour de 3 500 à 11 000 Donc, on voit que c'est un petit peu plus cher. C'est quand tu es un petit peu plus sérieux. Là. Tu sais, toi puis moi, si on voudrait, on pourrait, j'ai mais vu, je pense que ça n'achètera pas ça. Là. Il y a des compagnies, là, Creality, puis l'autre nom m'échappe, là, mais qui ont sorti des machines à résine là, qui sont vraiment pas chères, là, dans le 300-400 $. Ouais, en fait, j'en ai vu, effectivement. Mais tu sais, c'est très récent en plus. Ouais, c'est très récent. C'est vraiment c'est différent quand même de la FDM au niveau de la manipulation. C'est peut-être moins accessible parce que c'est des résines qui sont pas dangereuses, là, mais sont très irritantes à manipuler. C'est pas bon nécessairement à inhaler. Qu'est-ce que tu veux dire, irritante? Et en contact avec la peau. Okay, faut que tu mettes des gants. Ouais, puis, des gants, des lunettes. Faut que ta pièce soit bien ventilée. Fait que c'est accessible aux consommateurs, mais c'est pas quelque chose que tu donnes à ton neveu à Noël, mettons. Ouais, puis en plus, c'est tout fermé, me semble, justement, à cause des gaz nocifs, puis le fait que c'est moins sécuritaire. Ouais, exact. Fait que t'as pas accès vraiment, sûrement. Tu sais, une FDM, c'est facile. Tu sais, si tu veux tweaker quelque chose on the fly, tu peux le faire, mais ça, c'est moins accessible. Ouais, c'est ça. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est des imprimantes qui sont vraiment plus précises que les FDM. Le laser a une résolution vraiment meilleure que la buse puis les steppers qui se déplacent. Parce que là, ton plateau est fixe puis c'est un laser qui vient se déplacer. Fait que tu vas avoir des impressions que tu n'auras pas nécessairement... Tu vas encore, microscopiquement, tu vas avoir le même phénomène d'escalier, mais c'est vraiment mieux. Là. La résolution est excellente. Puis les gens utilisent beaucoup ça pour imprimer des figurines. Ouais, j'ai vu ça, c'est drôle parce que toutes les imprimantes, mettons à 300$ à côté comme une petite photo, une petite figurine de Warhammer ou quelque chose exact. comme ça. Les fans de Warhammer ou de Donjons Dragons, pas Donjons Dragons, mais des jeux de table comme ça que ça prend des figurines, c'est vraiment populaire parce que tu peux imprimer tes modèles pour vraiment pas cher en plastique versus les acheter déjà faits. Il y a d'autres applications qui sont plus industrielles aussi. C'est sûr que si tu veux des pièces avec des finis vraiment plus lisses, c'est bien. J'en ai vu aussi pour faire du casting, du moulage. Ah, ok, fait que faire un moule dans le fond. En fait, non, tu utiliserais l'imprimante pour faire ton positif. Fait que, mettons, tu voudrais mouler une pièce, tu imprimerais ta pièce en résine. Il y a des résines faites pour ça, là, mais des résines de casting. Ta pièce est vraiment précise. Puis là, tu peux la déposer dans un moule de sable, puis venir faire ton empreinte. Là. Puis après ça, tu peux l'enlever, puis ton empreinte vraiment précise. Ou tu peux même utiliser des résines qui vont fondre, faire... je me souviens plus du nom. C'est wax casting. On l'avait vu en FAO, mais tu viens mettre de la cire ou de la céramique. Puis après ça, tu fais fondre ton positif. Puis là, tu as des résines qui peuvent fondre à certaines températures pour ça. Ok, fait que ça permet de faire. Fait que là, ce que tu dis, c'est le patron de base là, qui permet après ça de construire le moule de la pièce, mettons. Puis là, tu fais la pièce, puis après, elle se dissout. Puis, en scène casting, tu l'enlèves. Ou tu peux aussi la faire fondre. C'est comme du moulage à cire perdu, mais au lieu de la cire, c'est ta pièce imprimée. Fait que ça, c'est ça. Effectivement, quand j'ai voyé à 300$, j'étais quand même, ça pourrait peut-être être intéressant d'en acheter une, mais je sais pas ce que je ferais avec ça, honnêtement, parce que mon autre imprimante 3D est chez mes parents, puis elle sert plus. Mais tu sais, si c'est 300$, c'est peut-être un peu plus intéressant. Là. Ouais, oui, effectivement, là, c'est intéressant. Mais bon, je pense que c'est une machine qui est complémentaire avec une FDM, parce que les résines, l'autre désavantage, c'est que tu n'as pas les mêmes résistances mécaniques que du plastique en FDM. Ouais. Ça va être plus cassant. Si tu échappes les pièces par terre, ils vont souvent avoir tendance à casser. Lequel, ça, tu dis? La résine. OK. Il y a un phénomène de curing aussi que tu dois faire parce que tu viens, oui, solidifier avec ton laser, mais c'est pas très, très solide. Après ça, il faut que tu sortes la pièce, tu la nettoies, puis tu la cures souvent sous des
des rayons UV ou une autre petite machine à côté pour venir vraiment faire durcir la résine finale. Ok, ça doit être quand même gossant. Ouais. Mais ça doit être plus rapide, par contre, à imprimer, je pense, avec une SLA. Ben, Ça se peut-tu? Oui puis non, parce que le laser, il faut quand même qu'il se déplace en chaque... C'est un peu, c'est un peu comme la FDM, c'est juste que le laser peut potentiellement se déplacer plus vite, mais il faut quand même qu'il fasse tout le trajet. Ok. Un autre défaut, c'est si tu imprimes 4 fois la même pièce sur le bed, ça va te prendre 4 fois le temps, parce que le laser doit faire les 4 parcours. Ouais. Alors que la DLP, Oui, la DLP. je peux en parler. Là. Vas-y. La DLP, c'est un peu le même principe, mais tu utilises une résine qui est également photosensible. Puis typiquement, c'est que tu as un écran LCD. Au lieu d'être un laser, c'est un écran LCD qui projette à la fois toute mettons, la couche vue en 2D, là, la couche que tu aurais voulu imprimer, il la projette en une seule fois. Fait que toute la résine de cette couche-là se solidifie en même temps. Puis après ça, l'image va bouger dynamiquement. Au lieu que ce soit vraiment un laser qui fait couche par couche. Là. Fait que là, le bed, il monte tranquillement, puis l'image se modifie dynamiquement. Fait que c'est comme analogique, genre, à place d'être... non, mais c'est que t'as pas d'incrément. d'incrément vraiment de hauteur là-dessus. Ça dépend des modèles, là, je crois. Il y a peut-être qu'il y en a qui en ont, mais tu peux faire ça. Puis aussi, l'avantage, c'est que, mettons, si t'as 4 fois la pièce à imprimer en une shot, ben, ça prend le même temps que si c'était une fois la pièce. Fait que c'est plus efficace d'en mettre T'as plein. pas besoin que le laser parcourt toutes les géométries, c'est juste une image projetée, tout se solidifie en même temps. Puis d'ailleurs, le nom DLP, c'est Digital Light Photography, je pense. Donc c'est là qu'on voit que c'est là que vient le... C'est vraiment projeter une image, la effectivement, fonction, sur la résine. Ça, c'est... puis on a parlé un peu de la dureté, puis je voulais peut-être revenir un petit peu sur la FDM, le premier qu'on avait parlé. Un défaut quand même commun là-dessus, c'est que vu que tu imprimes en couche, celui qu'on parlait tantôt, ta pièce est toujours plus faible, comme tu le sais, dans le sens contraire des couches. Les couches sont comme pas autant bien collées ensemble que le reste. Il y a un risque de décollement des couches, effectivement. Ouais, c'est ça. Tandis que dans les autres, je pense que dans les autres, c'est peut-être moins une crainte. Là. C'est sûr que relativement aux autres axes, ça va être moins important, là, le risque de décollement de couches. Par contre, la solidité globale de la pièce est inférieure. De ce que j'ai constaté par expérience. Peut-être qu'il y a des résines qui sont plus performantes que certains filaments, là, c'est sûr. Mais globalement, si tu as des pièces mécaniques, structurelles ou qui vont vraiment effectuer une tâche mécanique, je dirais que des filaments d'ingénierie dans le FDM, comme du nylon ou il y a même des imprimantes qui impriment du nylon avec des fibres de carbone hachées dedans. C'est vraiment des matériaux intéressants. Des matériaux. Ok. C'est ça, tu as plus une grande gamme. Tant que c'est une résine liquide au début, ouais, tu peux même imprimer des filaments de bois aussi. Non. Là, je parle de FDM, là, des filaments de bois, qu'après ça, tu peux venir poncer. En fait, c'est du plastique, mais avec des fibres de bois dedans, puis tu peux venir le sabler, le poncer. Le poncer, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Ben, le travailler, là, pour lui donner un beau fini, un peu comme une vraie pièce de bois au final. Ah, wow, ok. Ben, ça, c'est sûr que c'est une chose qui est. C'est une chose qui est plate, là, la FDM, vu comment c'est fait à l'intérieur, le genre de. Sûrement que les autres types d'impression 3D, c'est ça aussi, mais à l'intérieur, tu peux avoir un genre de cross-hatching, un genre de pattern, un peu comme tu mentionnais. Et quand tu viens sabler ça, ça devient comme blanc, là, tu viens enlever le plastique, puis là, rapidement, tu descends de la couche, puis là, tu vois l'intérieur. C'est un problème aussi. Comme je disais, c'est des plastiques qui fondent à très basse température. Fait qu'après ça, tu peux pas vraiment le travailler, parce que si tu viens le sabler, tu génères de la chaleur. Puis là, ça fond. Il se met à fondre. Si tu veux l'usiner, un peu le même principe, c'est difficile. Fait que, ouais, c'est sûr que c'est plus limité en termes de matériaux. Donc, on a parlé du DLP. Donc là, on revient un peu au SLA qu'on parlait, donc la stéréolithographie. Donc c'est ça, le bain de résine. On vient lever la pièce à partir du bain, donc à l'envers. Et puis, il y a un autre truc que j'avais trouvé là, en cherchant un peu plus les innovations reliées aux imprimantes 3D, qui était une entreprise qui s'appelle Carbon 3D. Mais ça c'est drôle parce que les articles que je trouvais par rapport à ça datait genre de 2018. Puis j'en trouvais pas des nouvelles. Fait que je pense qu'ils sont soit très très forts au travail, la tête baissée sur leur projet, ou ils ont abandonné. Okay? Parce que des fois, on voit ça, des startups qui accruent du capital, puis qui se lancent dans quelque chose, puis là, tu vois plein d'articles, mais là, finalement, silence radio pendant des années. Là. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une manière de faire cette impression-là de CLA à partir d'un bain de résine en continu et non couche par couche. Puis, en fait, je pense que c'est exactement ça que tu mentionnais tantôt, que c'est comme il n'y a pas d'incrément. Non, c'est pas comme tu mentionnais tantôt, en fait. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent améliorer le processus jusqu'à 100 fois plus rapidement que le SLA de base. Mais je ne sais pas si c'est par rapport au DLP ou au SLA, eux autres, là, leur amélioration. Puis peut-être que tu connais ça, mais eux, comment ils font? C'est qu'ils viennent ajouter un genre de dead zone liquide juste au-dessus du matériau solidifié. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin, la machine n'a pas besoin à chaque fois de venir reporter du matériau
Ils ont continuellement une couche. Fait que quand tu regardes ça des vidéos, là, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment comme si là, c'était un monstre là, qui sortait d'un marécage. Tu sais, t'as ton bain, là, le frame il lève, là, puis là tu vois la pièce sortir. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'était intéressant. Ça permet de faire des géométries vraiment particulières en plus, les imprimantes à résine comme ça, parce que t'as moins besoin de support, là, vu que la résine elle-même se supporte. Là. Ouais, on n'a pas vraiment parlé en plus des supports à date. C'est quelque chose qui est dur à parler sur un podcast parce que ça prend beaucoup de visuels. Là, mais en FDM, quand tu veux faire une géométrie, il faut qu'elle touche au sol, qu'elle touche au bed. Là, sinon, elle s'écroule à cause de la gravité. Ouais. Fait que si tu veux faire des trucs en porte-à-faux, c'est assez difficile. Fait que ce que tu fais, c'est que tu te montes un support, une structure temporaire, puis ça va venir casser le support après ça. Mais ça fait un résultat correct. Là. Tu vois quand même les traces de support, puis c'est pas optimal. Dans la résine, des fois, c'est plus facile. Tu peux faire des porte-à-faux plus importants avant que ça se mette à vouloir s'affaisser. Puis après ça, j'imagine que tu voulais m'amener sur le SLS éventuellement. Oui, là, c'est la prochaine grande famille, mais vas-y. Le SLS, tu sais, là, on parlait beaucoup de plastique. Puis c'est intéressant, le plastique, mais souvent, les questions qui reviennent avec l'impression 3D, c'est « OK, on peut-tu imprimer des pièces en métal? » La réponse, c'est oui. Mais c'est difficile. Parce que si tu voulais utiliser la logique, par exemple, du FDM, tu disais « OK, je vais prendre un filament de métal puis je vais me mettre à l'extruder comme on fait. » Ben cool, mais sauf que le métal, ça fond pas mal plus haut que le plastique. Le métal, tu sais, des certains alliages, il va falloir que tu montes ça à 1200, 1500, 1700 degrés Celsius avant de pouvoir faire fondre ce que tu essaies d'imprimer. Puis OK, puis rendu là, 1, comment tu vas faire? Puis 2, rendu là, ton imprimante est faite en quoi qui va être capable de résister à ça, tu sais? C'est ça. Puis tu sais, du métal en fusion, on le sait, ça devient rouge. C'est le rouge pétant là, qui puis coule. C'est pas, c'est très visqueux. Ça a une viscosité vraiment imprévisible. C'est pas facile à manipuler. C'est pas... Je pense, la FDM de métal, il y en a qui existent, que c'est genre... ils mettent de la poudre de métal avec de la résine. Ils viennent imprimer ça. La poudre de métal fond pas, c'est la résine qui fond, puis la poudre elle passe à travers la buse, là ils impriment, après ça ils font fondre la résine, puis durcir la poudre, puis ça fait quelque chose de correct, mais la qualité est vraiment nulle. Tu regarderas, c'est pas des belles pièces, là. C'est pas des beaux finis, puis l'intégrité structurelle n'est pas optimale non plus. Ouais, parce que là, t'as quand même un grand volume de ta buse qui s'en va. Là, fait que là, il faut que tu restes avec juste le genre de matrice là, de ton métal. Fait que là, on se dit, OK, comment qu'on fait pour imprimer du métal? Puis, la réponse, c'est avec un laser, souvent. Pas tout le temps, mais avec un laser, tu es capable d'obtenir la température locale, vu que le laser, c'est une source ponctuelle. Tu es capable d'augmenter drastiquement la température à un point. Puis créer une espèce... Il appelle ça le sintering. Moi, j'avais, Digital... je sais pas, je l'ai juste ici, là. C'était du DMLS, Direct Metal Laser Sintering, qui est une des sous-familles du SLS. Fait que c'est une poudre qu'on vient chauffer. C'est ça. Le sintering, en français, c'est le fritage. Si jamais vous êtes plus dans la littérature française. Donc, le fritage par sélection laser, quelque chose du genre. Ça, le principe, c'est que tu prends des métaux en poudre extrêmement fines, parce que plus ta poudre est fine, moins ça prend d'énergie pour que le fritage survienne. Fait que tu prends des poudres extrêmement fines, tu vas prendre un laser, puis tu vas venir faire ta couche. Après ça, tu vas avoir ta première couche qui est faite. Tu viens descendre ton bed, fait que tu viens descendre ta couche, tu viens rajouter de la poudre par-dessus, puis tu refais la couche d'après, puis ainsi de suite. Fait que c'est très long. Mais ça permet d'imprimer du métal. Ça, en fait, tu viens d'expliquer parfaitement le SLS de la même manière parce que ça fonctionne presque exactement pareil, sauf qu'à la place d'avoir une petite poudre de métal, on a une poudre de polymère. C'est ça que j'ai cru voir. Puis, de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas vraiment besoin de support vu que c'est probablement plus rigide. Là. En fait, c'est que tu fais ta couche, puis après ça, tu viens descendre ta couche, puis tu recouvres à 100% de poudre. Fait que la poudre soutient ce que tu es en train d'imprimer en porte-à-faux, le temps que tu fasses ton fritage. OK, puis dans le cas du métal, là, je me rappelle, on avait travaillé sur un projet de ça à l'université, on faisait une scie qui coupe les pièces de fritage de métal. C'est ça, c'était notre projet. Il y avait des supports. Ouais, vas-y. C'était notre projet intégrateur, c'était notre projet de fin de bac d'ailleurs. Là. Puis tu peux l'expliquer, vas-y. C'est ça, c'est tout simplement ça. On faisait une genre de scie, là.
qui venait prendre la pièce finale, donc la pièce finale avec les supports et la base, et puis on venait tronçonner ça pour qu'ils puissent après ça faire du post-traitement puis enlever tout ce qui restait. Mais pourquoi je m'en allais là-dessus, c'est que je me souviens qu'il y avait des supports sur les pièces qu'on voyait. Mais là, on n'est pas dire qu'à cause... Tu te demandes pourquoi il y avait des supports. Pourquoi c'est en que, métal, il y avait des supports puis pas avec la ben, polymère? ça te prend une plaque de départ. C'est une plaque, typiquement, c'est une plaque de métal. Puis là-dessus, tu viens faire ta première couche. Puis là, tu viens recouvrir de poudre, ainsi de suite, jusqu'à avoir ta géométrie. Puis à la fin, ça se trouve avec une plaque de métal fusionnée avec ta pièce. Ben, si tu partais ta pièce à 0 sur la plaque, faut que tu trouves une manière de la détacher, ta pièce. Fait que naturellement, il faut que tu viennes la scier. Puis tu ne veux pas scier ta pièce. Fait que ce que tu fais, c'est que tu mets tu commences un petit étage de support pour que ta pièce soit dans les airs par rapport à la plaque. C'est un buffer, c'est un genre de buffer qui va servir à être détruit. Là. C'est ça. Puis après ça, tu viens scier ta pièce pour l'enlever. Puis nous, notre projet, c'est qu'on a designé une scie automatique ou que parce qu'en ce moment, comment c'est fait, c'est que c'est des ouvriers qui viennent littéralement sur une scie à ruban couper les supports, mais c'est pas très précis, ça peut dévier, peut abîmer la pièce, c'est dangereux. Fait qu'on a fait une machine où tu loads ta plaque de métal avec ta pièce dessus, un élément optique qui vient trouver où est-ce que la scie doit passer, ça s'ajuste, puis elle vient couper extrêmement à droite. Fait qu'on le gain de notre machine, c'est que tu peux mettre des supports extrêmement petits, quasiment à l'épaisseur même de la lame, parce qu'elle se compensait puis elle coupait tout le temps à la même place. Alors que en pratique, eux qui coupent manuellement sur une scie à ruban, ils faisaient des supports très gros pour pas risquer d'endommager la pièce. Ouais, tu vois, je me rappelais pas en autant de détails notre projet, fait que t'as tellement de bonne mémoire. Puis On voit c'est qui travaillait. L'impression de métal, c'est vraiment le fun. Mais ça a des défauts. Pour le premier, c'est que ça prend extrêmement beaucoup d'énergie. Le laser consomme une très grande quantité de puissance. Ça fait des machines qui sont très chères. Typiquement, si c'est pas au-dessus de 500 000, ça peut être autour d'1 million même. Fait que ça coûte très cher. Puis, c'est dur à manipuler parce que la poudre, ça prend une poudre qui est tellement fine parce qu'on veut vraiment minimiser l'énergie nécessaire pour faire la fusion. Fait que, c'est pas de la fusion pour ça, mais le sintering. Puis, fait qu'elle est tellement fine que c'est dangereux à manipuler. Juste respirer proche de ça, la poudre, elle peut rentrer dans tes poumons, puis il y a de la poudre de métal dans tes poumons, je t'annonce que c'est pas très bon. Fait que les gens, il faut qu'il y ait quasiment des combinaisons d'astronautes là, avec une bonbonne pour respirer, plutôt quand ils manipulent les pièces proches de l'imprimante 3D. Ah ouais, je savais pas que c'était autant deep que ça. Ouais, effectivement, les astronautes, eux autres, c'est les suits sont très importants de protéger, je pense, contre la poudre lunaire. Là. Ça se peut, vu non, j'ai jamais vu ça. Parce que la poudre lunaire, apparemment, que c'est très, très dangereux là, d'en avoir sur toi. Puis eux, il y en avait partout sur leur suit. suit. J'imagine, parce que la Lune doit être exposée à des radiations, puis la poudre doit contenir ça. Je me rappelle pas exactement si c'était une question de radiation ou justement de pouvoir l'en respirer puis que ça soit dangereux après. Parce que c'est comme un petit sable vraiment, vraiment fin. Là. Puis apparemment que c'était un gros pain. Après, quand ils revenaient sur Terre les nettoyer, moi j'avais cru voir là-dessus en tout cas. Parenthèse pour un autre épisode. J'ai deux innovations à te parler par rapport au Direct Metal Laser Sintering. Vas-y. La première, c'est par rapport à notre travail qu'on avait fait. Une application de ça, c'était Pantera, une compagnie qui est à Québec. Eux, ce qu'ils font, c'est une compagnie de chirurgie dentaire. Ils font des partiels pour les patients qui ont besoin de partiels. Puis ça, c'est souvent des alliages qui sont biocompatibles en titane. C'est des matériaux qui sont quand même durs à usiner. Puis un partiel, on s'entend que c'est pas une forme vraiment claire. Puis ça dépend du client. Fait qu'il y a développé une technologie que chaque client peut faire scanner un peu son ossature. Il y avait le partiel en 3D. Puis au lieu de l'usiner ou de le mouler, il l'imprimait en 3D. Fait que ça faisait un partiel vraiment genre fait exactement pour le client. Ça faisait vraiment des résultats intéressants. C'est l'application que nous, on travaillait dessus quand on faisait la machine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ça veut dire que ça c'est plus facile d'imprimer en 3D. Tandis que, mettons, qu'on le ferait usiner, ben là, on serait contraint à toutes les contraintes justement de l'usinage. Ouais, puis ça ferait que tu aurais au final un partiel qui est mal adapté à cause des contraintes de fabrication. Ouais, avec les petits détails. Là, fait qu'il y a ça c'est la première innovation à laquelle je pensais. La deuxième, c'est que on parle beaucoup de machines additives et de machines subtractives. Savais-tu qu'il y a des machines hybrides? Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on avait parlé dans le cours là, de cours de fabrication. Vas-y. En fond, une machine hybride, c'est une machine qui utilise à la fois l'impression métallique, mais également l'usinage. Donc, c'est essentiellement une grosse fraiseuse d'usinage. Après ça, elle peut prendre une pause, puis venir... En fait, c'est l'inverse. C'est une grosse machine d'impression 3D. Elle imprime avec sa poudre.
Puis après ça, elle peut prendre une pause puis venir usiner, faire des passes d'usinage pour avoir des finis vraiment plus beaux que l'impression ou faire des géométries, mettons, des perçages de fer qui sont vraiment, faut qu'ils soient plus précis ou mieux faits, des meilleurs finis. Fait qu'une belle application pour ça, c'est des moules. Les pièces moulées, là, quand tu moules une pièce en plastique, tu fais un gros moule en métal. Puis le moule, ben, c'est des géométries vraiment spéciales pour faire ta pièce, mais aussi des canalisations de refroidissement. Parce que dans le moulage, ce qui détermine ton temps de cycle, c'est que tu injectes ton plastique dans le moule, il faut qu'il refroidisse, puis après ça, tu peux sortir ta pièce. Fait que une injection de plastique, ça te prend, je sais pas, quelques secondes, 3-4 secondes, puis le refroidissement, je sais pas, 3-4 secondes, fait que tu as une pièce aux 8 secondes, mettons. Ben, ils se sont rendus compte que si tu fais un moule avec des canalisations de refroidissement ben, classiques, ben, des canalisations, c'est des trous percés dans ton moule, ben, ils vont être droites, parce qu'une machine d'usinage t'annonce que ça peut juste percer les trous droites. Puis là, ils se sont rendus compte que si ils pouvaient théoriquement avoir une canalisation de refroidissement qui est en spirale autour de la pièce, tu pourrais augmenter le contact thermique puis diminuer le temps de refroidissement. Mais tu peux pas faire ça en usinage classique. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'avec une machine hybride, tu peux faire ton moule, puis imprimer les canalisations, puis après ça, venir usiner l'intérieur pour avoir des beaux finis. Fait que tu respectes le nécessaire d'avoir des beaux finis dans ton moule, mais aussi d'avoir des canalisations qui sont pas usinables dans ton moule. Fait que c'est une belle application qui fait diminuer les temps de cycle, puis c'est ultra rentable, les compagnies qui font ça. Ouais, ça, je me rappelais spécifiquement. Fait que c'est des canalisations, dans le fond, ce que tu dis, qui sont custom, là, qui sont vraiment pas juste droites, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est juste avec l'imprimante 3D, mixé avec un genre d'usinage que tu peux faire ça. Puis ces machines-là, on est encore dans les débuts, les balbutiements de ça. Ça vaut, pour vrai, je pense pas que ça vaut en bas de $1 million pour la plupart des machines. Ouais, c'est cher parce que j'allais dire que les machines SLS, mettons, là, c'est pas hybride, là, mais tu sais, on avait parlé rapidement peut-être de 18 000 à 100 000 c'est ça que j'avais Pour trouvé. le plastique. Pour le plastique. Pour le métal, ouais. t'es dans les 400, 500, si c'est pas plus. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. J'avais 200 000, mais tu sais, ça varie beaucoup là, parce qu'en plus, c'est en développement, puis ça va sûrement baisser avec le temps. C'est le matériel aussi, pense-y, mais avoir de la poudre aussi fine que ça, là, c'est extrêmement cher. Ah ouais, fait que là, ça compte même pas le prix du matériel, c'est ce que je dis. D'ailleurs, c'est General. C'est GE, je pense. Ouais, GE, ils ont une division qui est General Additive. Puis eux, c'est une branche qui sont spécialisés dans la fabrication de poudre pour l'impression 3D, puis les machines pour l'impression 3D. Puis ça, ils ont lancé ça, c'était révolutionnaire. Là. Ils ont lancé ça, je pense, début 2010 ou quoi même. Okay. Puis dans le temps, je veux dire, il n'y avait pas de gain là, vraiment à faire ça. Je veux dire, personne ne connaissait ça. Personne n'avait ça. Fait que c'était très précurseur. Aujourd'hui, ça commence à faire du sens. Ah, c'est ok, hein, c'est nice ça. Tu vois, je l'avais vu dans mes recherches, mais je ne l'avais pas ajouté. Là. Fait que il y avait aussi il y avait deux autres familles sous les SLS que je m'étais pris en note qu'on pourrait peut-être faire rapidement, là, vu qu'on commence à être à court de temps. Mais donc le SLS, on avait dit, on a premièrement le métal, le frittage de métal, mais aussi il y en a deux autres. Le premier, le multi-jet fusion de HP. Est-ce que tu connais ça un peu? Oui, parce que j'ai déjà, un peu comme toi sûrement, là, je suis passé sur Internet puis je voyais ça, je l'ai lu, mais j'ai jamais dans ma vie. J'ai vu beaucoup d'imprimantes 3D dans ma vie, mais j'ai jamais vu une multijet. Ouais, ça, ben c'est ça, c'est normal parce que c'est pas. Ben, je veux pas dire que c'est normal, mais c'est des machines qui sont immenses. C'est propriétaire aussi, mais c'est que HP qui fait ça. Exact. Ouais, c'est juste HP qui font ça, qui vendent des machines. En ce moment, leur business, je pense qu'ils peuvent en imprimer des machines, mais c'est surtout qu'ils font c'est des unités assez immenses là, pour faire ça. C'est pas une petite machine à 300$, comme on parlait tantôt pour les SLA puis la FDM. Là. Donc, c'est relativement nouveau, OK? Ça date de 2016. Je vais me lancer, je suis pas sûr que c'est ça, mais corrige-moi si je me trompe, mais c'est qu'ils pulvérisent de la résine puis ils viennent la solidifier après ça localement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que ça, tu peux utiliser des résines, différents types de résines puis de couleurs dans la même impression. Je pense que c'est ça le gros gain de j'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu, sûrement. J'ai même pas vu ce gain-là. C'était. Je suis pas allé assez en détail, là, mais ouais, sûrement, parce que c'est ça, c'est exactement, tu peux mettre de l'encre probablement. Il y a des additifs, il y a toutes sortes de produits. C'est pas que tu mets de l'encre, mais c'est comme une imprimante à encre. Là. Tu portes des cartouches de résine, puis tu pulvérises ta résine, tu la solidifies localement, fait que tu peux faire du bleu, du rouge, du jaune. Puis... OK. Mais c'est ça, c'est le. Comme tu dis, comme de l'encre, je pense que c'est le mot jet était très important là-dedans. Là, parce qu'il multi aussi. Il jette. Multi, hey! Wow! Ouais, c'est ça, ouais, 100%. Là. Puis ce qu'il disait, c'est ça, c'est que tu as plusieurs. Fait qu'un liquide distribué par plusieurs têtes de jet d'encre simultanément. Puis un des gros gains par rapport à ça, c'est qu'ils peuvent faire plusieurs pièces en même temps avec leur belle grosse machine. Fait que ça, c'est le multijet de fusion. J'ai vu quelques pièces qui sont faites en ça. T'en as-tu déjà vu, toi, des pièces de même? C'est
ils ont à peu près toute une genre de couleur grise, gris, et puis un peu pixelisé, là, un peu comme de la statique de télé, là, à cause du procédé, à cause qu'ils ont plusieurs liquides là, qui vont pulvériser. Puis surtout, le fini de surface est très beau. Ça paraît vraiment pas que c'est imprimé en couche, mais c'est pas vraiment imprimé en Mais je pense qu'à ces prix-là, couche, sûrement, c'est comme les FDM Stratasys là, qui valent des centaines de milliers de dollars. La qualité est incroyable. Je n'ai jamais vu. En vrai, même si c'est de la FDM. Là. Ouais, ok. À un moment donné, je pense que tu payes et tu as un résultat intéressant. Parce que c'est pas si cher. Mais tu sais, la machine doit être assez chère, le multijet de fusion. Mais par pièce, c'est pas si pire que ça, de ce que j'ai vu. Mais bon, on s'atténisera pas là-dessus. Mais là, ensuite de ça, la dernière, le EBM, Electron Beam... c'est quoi donc? C'est Electron Beam Melting. Ouais, ça... Fonte à faisceau électronique. Ça, j'en ai entendu parler à l'université, dans un cours. Je me souviens plus quel cours, mais sûrement en fabrication. Peut-être. Ouais, puis c'était comme... Ils montraient même pas une machine, c'était juste un schéma du principe de fonctionnement. Parce que je pense pas que c'est très commun. Je sais même pas comment c'est... à quel point c'est commun, mais c'est ça, c'était très... Je veux dire, c'était pas... c'est ça, il est à la fin des listes, là, souvent. Quand tu checkes des listes d'imprimantes, les sortes d'imprimantes 3D comme j'ai fait, ça doit être très... à la fin. Très niché, j'imagine. Ouais, c'est ça. Écoute, comment ça marche? C'est comme le SLS. Fait que le SLS, on récapitule, on a de la poudre de polymère, puis on vient fusionner avec un laser. Un peu comme on avait tantôt avec... Tu parlais du DLP tantôt. Là. Tu disais, on met une image pour le SLA. Fait que là, il y a beaucoup d'acronymes, je viens de dire une phrase, je m'excuse, mais tu sais, on vient utiliser un genre de patron de lumière à place d'utiliser un laser pour faire solidifier la résine liquide. Là, dans le cas du SLS, on est avec de la poudre et on utilise normalement un laser. Mais là, l'electron beam melting, c'est que tu utilises un beam d'électrons qui est beaucoup plus rapide qu'un beam de laser. Donc, c'est un peu le même principe. C'est pas un patron d'image, je pense pas, là, mais c'est juste que tu es beaucoup plus vite dans ce que tu fais. Ouais. Par contre, ils disent qu'à cause du préchauffage, ben là, tu as moins de support requis, fait que ça, c'est cool. Mais il y a moins de précision car le beam d'électrons, apparemment, est plus large qu'un laser. Fait que c'est ça que tu perds. Puis ils disent que c'est des petits volumes de construction. En ce moment, c'est à peu près 350 mm de diamètre par 380 mm de hauteur. À peu près. C'est genre des cylindres, là, dans le fond. Là. Fait qu'on peut s'imaginer un cylindre à peu près haut comme de ma table à ma main pour les auditeurs qui regardent la vidéo sur YouTube. Donc, ça ressemble à ça. Okay? Fait que, rapidement, c'est intéressant. Puis, juste comme ça, j'y pense, mais un autre défi là, de fusionner des poudres métalliques, là, c'est que, il me semble, peut-être qu'on va pouvoir se faire corriger là-dessus, mais il me semble que tu as besoin d'un environnement inerte. Parce que quand tu as un phénomène de fritage comme ça, là, il va avoir tendance à vouloir s'oxyder rapidement avec toute l'énergie qui est impliquée. Fait que ça prend, je pense qu'il faut que tu imprimes dans un genre de mini-atmosphère d'argon ou d'un gaz inerte quelconque. OK. Ah, tu vois, je savais pas, mais ouais. Fait que on ouvre la porte à ceux qui veulent nous corriger dans notre fabuleux segment correction. Je pourrais pas en dire plus là-dessus. Mais là, on a un dernier sujet. On est à 58 minutes en ce moment d'enregistrement. J'aimerais ça parler rapidement du sujet que j'avais trouvé qui est la bioimpression en microgravité. OK? Là, t'es comme dans une... Ouais, t'es dans l'impression 3D. C'est assez commun. Toi et moi, on s'y connaît quand même. Le commun des mortels aussi, c'est quoi? Là, tu descends d'un niveau, tu vas dans la bioimpression. La bioimpression, c'est quoi? Ben, c'est comme l'impression 3D, mais c'est juste essayer d'imprimer des matériaux qui sont biocompatibles. Ou des matériaux organiques, j'imagine, que tu peux consommer aussi. Puis... Oui, ben comme la nourriture. Puis je savais que tu avais vu peut-être tu connaissais des sujets reliés à l'impression de 3D de nourriture parce que moi j'en ai trouvé. Mais là, fait que là, tu as de la bioimpression, OK? Puis là, tu descends d'un autre level, la bioimpression en microgravité. Puis c'est tellement un besoin spécifique, puis il y a une page Wikipédia là-dessus qui est quasiment vide, là, OK? Parce que c'est tellement nouveau, puis c'est tellement comme... C'est comme... L'utilité de ça est peut-être pas tant répandue, mais en gros, l'idée derrière ça, dans peut-être plusieurs décennies, c'est qu'on va pouvoir avoir une impression 3D dans les stations internationales dans l'espace, ou dans les vaisseaux spatiaux, ou dans les fusées, pour les astronautes, pour qu'ils puissent s'entretenir leur corps en imprimant des trucs qu'ils ont besoin. Fait que mettons qu'il y a une urgence, ils ont besoin des vitamines ou un transplant de cœur ou de quoi de vraiment flyer, là, je pousse vraiment à l'avance. Mais c'est ça la logique, c'est juste de faire de l'entretien médical, comment dire ça, répondre aux besoins médicaux de base ou d'urgence. Des astronautes qui sont isolés dans l'espace ou qui sont en voyage interstellaire, multigénérationnel, là,
Là, je pousse ça vraiment loin, puis c'est pour ça que c'est comme tellement Ouais, curieux ben comme besoin, là. c'est intéressant. Ben, des matériaux biocompatibles ou avec des matières organiques, je pense que c'est ça qui va amener l'impression 3D plus chez les consommateurs aussi. Puis, je pense à ça, j'ai un flash, mais notre amie Jade, il me semble qu'elle avait travaillé sur une imprimante à l'université. C'est un sujet qui est. Ben, c'est ça. Ce que Jade avait fait, on l'a name drop, là, c'était pour aller imprimer en 3D un peu des réceptacles de foie de souris, je Ok. pense. Ou de quelque chose de souris. Fait qu'elle, elle imprimait pas un foie de souris, mais elle imprimait comme un truc en sucre. Ouais. Elle travaillait pour imprimer de quoi en sucre qui C'était. peut recevoir un foie de souris, genre. Donc, comment ça fonctionne, la bio-impression en microgravité? C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, la FDM, on le sait, tu as besoin de la gravité pour que ça fonctionne parce que tu viens de déposer un fil fondu sur une plaque. Si tu serais dans l'espace, tu pourrais pas vraiment te fier à la gravité pour pousser ça nécessairement vers le bas. Tu pourrais, mais tu sais, la fusion serait pas assez pour tenir la pièce. Même affaire pour nos histoires de bain de résine qui soulève une pièce hors de la Terre, la gravité agit un peu en collaboration avec ça. Donc, comment on fait pour imprimer quelque chose dans l'espace? C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent du matériel, des matériaux assez légers, mous et délicats, et ils viennent injecter, dans le fond, des nanoparticules magnétiques dedans, qui fait que après ça, avec un bed d'impression qui est magnétique, ils peuvent venir déposer, et magnétiquement, là, tu peux faire en sorte que la viennent pièce attire. émuler une force qui n'est pas nécessairement similaire à la gravité, mais qui est une force qui est vers le bas pour garder le matériel. Ouais, c'est ça. Puis vu que c'est léger en plus, puis que tu n'as pas de gravité, tu as besoin de moins de support, tu peux faire des formes beaucoup plus complexes. Puis on parle de microgravité, parce que j'imagine que c'est pas la même ordre de grandeur que la gravité. Ouais, dans le fond, les recherches qu'ils font avec ça, ils sont pas vraiment allés dans l'espace. Microgravité, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des, tu sais, comme tu sais sûrement, là, des genres de vols d'essai, là, ils prennent un avion, puis ils descendent, puis ils vont contre la gravité, fait que tu as l'impression que tu n'as plus de gravité. Mais là, je veux pendant dire, genre une minute, le champ magnétique généré, ça doit pas être... Est-ce qu'ils réussissent à faire vraiment la même force que la gravité, ou c'est... Je sais pas comment ça se compare, mais c'est suffisant pour tenir les pièces qui sont plus légères. parce que tu vois les des matériaux pièces sont qui font- sélectionnés pour être légers. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça Ok. qu'ils mentionnaient, tu sais. Puis là, à date, ce qu'ils font, c'est des genres de ventricules Ils essayent de copier des morceaux de cœur de souris puis d'humains, là, des genres des ventricules puis des tubes cardiaques. Des choses comme ça. Là. Fait que c'est vraiment dans ses débuts. Là. Puis tu sais, comme je te disais, les articles de ça étaient vraiment comme de genre il y a à peu près 4 ans. Là. Puis là, c'est comme Silence Radio. Puis Ok. ou en fait, ouais, je sais pas si c'était par rapport à ça que je te mentionnais ça, mais oui, ça aussi, là, c'est comme. C'est vraiment pas. Il n'y a pas beaucoup de concrétisation encore par rapport à ça. Intéressant. Moi, je peux t'apporter ce que j'avais vu, là, qui je pense que ça va être plus proche des gens là, qui vont pouvoir l'avoir chez eux, mais ça existe déjà, c'est l'impression de nourriture. Je sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais Un petit peu, là. on peut maintenant imprimer de la nourriture, littéralement. Puis il y a une compagnie à Québec qui a designé, qui a inventé une imprimante qui permet d'imprimer eux, ils font des petites bombes à cocktail. Fait qu'ils vont imprimer, mettons, genre une forme d'ananas ou une forme d'orange ou une mini fraise. Puis après ça, tu drops ça dans ton liquide, ta base d'alcool. Puis ça vient se dissoudre, puis ça fait ton cocktail. Un peu comme une bombe de bain là, de chez whatever, le fabricant de bombes de bain, mais pour des cocktails. Ok. Puis ça, il a désigné sa propre machine pour ça. Puis là, les produits sont en vente. Tu peux déjà en acheter si tu veux. Puis je trouve que c'est comme... On dirait que c'est pour moi, là, je trouve que c'est un premier pas avec quelque chose qui est très proche de moi. Ou que, tu sais, si tu veux, tu peux acheter ça à Noël à quelqu'un. Tu sais, puis c'est un produit qui va être consommé, qui est imprimé en 3D. Puis là, c'est offert par une compagnie, mais qu'est-ce qui dit que dans quelques années, on va pas en avoir chez nous avec des fichiers que tu peux acheter sur Internet, puis tu vas imprimer différentes choses. C'est là, c'est un truc à cocktail, mais pourquoi tu pourrais pas imprimer un petit truc de bouillon de poulet ou whatever, genre que tu drops dans de l'eau puis tu as une soupe, tu sais? Ouais, mais oui, je suis d'accord. Puis j'avoue que c'est plus proche parce que, tu sais, mettons, quand on parle d'impression 3D, tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est, mettons, des petites pièces qu'on peut designer pour réparer un cadre de porte ou je sais pas quoi. Là, tu sais, c'est comme pas tant. Puis, tu sais, même à ça, là, quand t'as un cadre de porte qui est brisé, là, tu vas au Canac ou tu vas t'acheter ce que t'as besoin. Là, tu fais. Tu sais, c'est rare qu'on se gosse de quoi. Ben, Je sais pas toi, en fait, là, je peut-être veux dire, c'est pas le cas. Ben, ça dépend. Là. Mais nous deux, dans notre travail, puis je pense que la plupart des ingénieurs, il y a un réel besoin pour l'impression 3D de plastique. Pour les gens à la maison, c'est le fun, mais tu vas imprimer des gogos qui seront pas réellement utiles, je pense, au quotidien ou très peu, ou tu vas te trouver des raisons que ce soit utile. Mais tu sais, je suis d'accord que d'un point de vue industriel, c'est vraiment révolutionnaire, c'est super utile. Mais pour les consommateurs, je pense que l'impression
alimentaire, ça va vraiment faire une différence quand même. C'est ça qui a le plus de. C'est ça qui parle peut-être plus, comme tu dis. Là. C'est plus généralisé. Tu sais, tout le monde mange là, dans la vie. Ouais. Parce que imprimer des produits, c'est rare qu'un produit ait 100% du plastique ou 100% du métal. Il y en a, là, mais je veux dire, il y a souvent des post-processing, des coatings, des éléments électroniques qui sont introduits, des fixtures, toutes sortes de choses dans le produit qui forment un tout, un assemblage. C'est rare, parce qu'à l'impression 3D, tu imprimes une pièce. Je pense que c'est rare d'avoir de quoi qui est réellement fonctionnel en une pièce. Tu vas pouvoir faire des ouvres-bouteilles ou des choses comme ça, des peintures. Mais bref, tout ça pour dire qu'on dirait que dans ma tête, ça va être plus intéressant de pouvoir imprimer de la bouffe chez toi que de pouvoir imprimer une petite pièce en plastique. Peut-être, on dirait que, je suis d'accord, mais on dirait que ça me fait penser à, je sais pas à quoi ça me fait penser, on dirait qu'il y a un épisode des Simpsons que j'avais écouté là-dessus, là, sur la bouffe ultra contemporaine, puis genre la nourriture vraiment fancy, là, puis c'était genre des petits cubes justement de bouffe, de même de gélatine. Je sais pas si t'as déjà vu cet épisode-là. Ouais, puis on dirait, ouais, ça... Et je suis d'accord, puis là, tu sais, peut-être que je me contredis, mais peut-être que ça va... Justement, ça va être ça le frein. Là. Il y a comme un mouvement pour manger plus bio, puis des choses qui sont plus naturelles. Peut-être que ça va être un frein. C'est moins naturel. C'est moins naturel, mais peut-être ça va être pour des applications particulières, là, dans le Grand Nord, ou des places où que la bouffe est dure à garder fraîche. Mais si ton aliment, si ta source, c'est une source bio, OK? Genre, tu sais, si le matériel, un peu comme le fil que tu fais fondre pour le manger, là, dans la bio-impression qu'on parle pour l'alimentaire, si ça, c'est quelque chose de bio, puis de végétarien, végétalien, et qu'après ça, tu peux peut-être faire plusieurs formes, puis tu peux faire des petits... un peu comme des spaghettis, ou tu peux faire des petits couscous, ou tu peux faire un cube, tu sais. Ouais, pour le moment, on n'est pas là. C'est plus que tu imprimes une géométrie quelconque, puis souvent, de ce que j'ai vu, pour les cocktails, tu mélanges avec de l'eau, puis ça se dissout, ça garde pas... tu manges pas le produit imprimé. Là, il va te servir à fabriquer quelque chose. Mais je veux dire, mettons que ta source, ton matériau d'origine, c'est quelque chose d'ultra végétalien, puis tu sais, vraiment bio, justement. Non. Même si au final, c'est artificiel parce que tu fais une forme qui n'est pas une forme naturelle, mais peut-être que ça fait en sorte qu'il y a vraiment il y a vraiment de quoi d'intéressant là, tu sais, aussi. Là. Non, c'est sûr. Parce que je fais l'avocat du diable puis je zigzague, là, mais je trouve que c'est effectivement... C'est peut-être l'avenir de la nourriture. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, là, on parle... C'est sûr qu'on dit que... quand je disais que les pièces de plastique, il y a vraiment besoin, je parlais pour les consommateurs. Pour nous, là, au travail, là, puis en ingénierie, c'est un game changer. Je pense que ça a vraiment permis à des compagnies de gagner en productivité, trouver des nouvelles occasions d'affaires, puis ça a vraiment changé la donne de ce que moi, j'ai constaté. Ouais, moi aussi. Ben, tu sais, en fait, moi, j'étais pas là avant l'impression 3D. Vraiment, j'étais pas tant que ça en industrie. Peut-être que toi, t'étais quand même... Peut-être t'étais là plus dans la transition. J'ai pas la prétention de dire que j'étais là avant, mais j'étais là dans une compagnie qui en avait pas avant. OK. Fait que j'ai vu la transformation pour eux de qu'est-ce que ça a donné. T'sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment vécu ça. Fait que moi, ça existe en ce moment. C'est comme si ça avait un peu toujours existé quasiment. Là, mais je vois que c'est des technologies relativement nouvelles. Puis il y a encore du travail à faire pour l'intégrer correctement. Là, mais bon. Super. Fait que l'impression 3D, ça conclut l'émission pour aujourd'hui, Samuel. T'avais-tu d'autres points que tu voulais apporter par rapport à ça? On n'a pas fait le tour. Là. Non, je pense c'est sûr qu'on n'a pas fait le tour dans le sens qu'on vous a donné 100% des infos sur l'impression 3D. Mais comme je disais, c'est un domaine qui est tellement vague. Je pense que le but, c'était plus de regarder rapidement c'était quoi les différentes sortes d'impression 3D puis qu'est-ce qu'on en pense, de où est-ce que ça peut aller. Mais je pense qu'on a quand même couvert pas mal les différentes technologies qui sont disponibles en ce moment. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore pour ta présence, Samuel. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. À la prochaine.